РИА Новости. Подкасты. Заговор классиков. Ekaterina Dashkova, les basculements du destin de la princesse au cœur pur. La princesse Dashkova est la première femme au monde nommée présidente d'une académie des sciences. Elle participe activement à la révolution de Palais de 1762. L'impératrice Catherine II devient son amie, mais, étant une princesse intelligente et volontaire, Dashkova tombe inévitablement en disgrâce, car Catherine ne tolère aucune concurrence. Elle part en Europe, s'entretient avec Diderot, Voltaire, Adam Smith. À son retour, elle renoue les liens avec Catherine II, qui l'invite à prendre la tête de l'Académie. C'est sous sa direction que le premier dictionnaire raisonné de la langue russe est créé, et elle dirige diverses revues. Elle est exilée sous Paul Ier, puis rentre en grâce sous Alexandre Ier. Elle écrit des pièces et de remarquables mémoires, pleins de sincérité. Bonjour, l'écrivain Victor Yerofieyev et moi-même, Anna Kotsarova, sommes en ligne. Aujourd'hui, nous retournons au siècle des Lumières. Je repense souvent à notre émission sur la grande Catherine en tant qu'écrivaine, et je la cite fréquemment. Aujourd'hui, nous parlerons de sa camarade Ekaterina Dashkova. C'est à mon avis une femme exceptionnelle. Elle est née en 1743 et morte en 1810. Éducatrice et écrivaine, sa spécialisation est claire, mais qu'a-t-elle fait concrètement ? Elle a fait beaucoup de choses concrètes. Par exemple, dans le dictionnaire raisonné, elle a écrit l'explication de tous les mots qui commencent par les lettres chat et chat. C'est curieux comme choix de lettres. Oui, elle a choisi ces lettres-là et elle a aussi participé à la rédaction des autres. Elle a beaucoup travaillé sur sa revue Sabécédnik. Nous avons déjà parlé de cette revue dans nos émissions. Tout à fait. Von Wiesin et Bogdanovich y ont collaboré. Nous avons déjà parlé d'eux. Les œuvres de la grande Catherine y ont également été publiées. Quant à Dashkova, elle écrivait des poèmes humoristiques et satiriques qui poussaient les gens à repenser leur mode de vie. En d'autres mots, elle disait « Regardez, vous répétez des banalités, voire vous contribuez à nuire à l'instruction. » L'un de ces poèmes est consacré au mot « ainsi » dans le sens de l'assentiment, pas de l'affirmation, mais de l'assentiment. Et je pense que ce serait parfait de commencer notre conversation en citant ce poème. Épître sur le mot « ainsi ». Si l'un des boyards dit « apprendre est nuisible », l'ignorance seule est utile et confortable, tous, les intelligents comme les imbéciles, s'inclinent et disent sans honte « bien sûr, maître, c'est ainsi ». Et si quelqu'un dit que Lomonosov est stupide, bien que ce soit un bon poète, l'honneur et la gloire de toute la Russie, tout le monde sourit et répète devant lui « bien sûr, maître, c'est ainsi ». Certains, se couchant, avaient peur autrefois de souffrir le matin par la faute de leur prochain. Cependant, parfois ils louent leur vie passée, tandis qu'ils critiquent à tort les temps nouveaux. Bien que nous nous couchions maintenant en paix, sans la crainte de souffrir injustement, si un noble esclave, tel un fou, se met à vilipender notre siècle nouveau et louer le passé, alors tous, scélérats, intelligents ou fous, s'inclinent et disent « Bien sûr, maître, c'est ainsi ». Il me semble que maintenant je ne dirai plus jamais le mot « ainsi », je vais éviter de l'employer. Ou du moins vous saurez ce que cela signifie. Exactement. Mais en termes de valeur littéraire, ces poèmes et ces mémoires valent-ils quelque chose ? Bien sûr, c'est pourquoi elle est l'héroïne de notre émission d'aujourd'hui. Elle a écrit des notes absolument merveilleuses. De plus, ces notes avaient été initialement rédigées en anglais, puis traduites en français et ensuite en russe par Herzen. Elle connaissait plusieurs langues. 4, si je ne me trompe pas, et une langue ancienne. J'ai lu qu'elle se moquait de la noblesse russe qui enseignait à ses enfants exclusivement le français et qu'elle faisait campagne en faveur de l'apprentissage du russe. Tout à fait. Elle était aussi l'une de ces éducatrices, ou simplement une militante, prenons ce mot, qui a compris qu'en russe, il est possible d'exprimer des pensées au sujet de la conscience,
aussi subtile, lumineuse et précise qu'en français. Certains pensaient que la langue russe n'était pas adaptée, qu'elle était grossière ou vieillie. Mais alors, les éducateurs les plus célèbres se sont lancés dans la tâche d'élever la langue à un niveau supérieur et ont prouvé que la langue russe avait un grand potentiel. Mais la langue a elle-même changé. Bien sûr, c'est grâce à eux qu'elle a changé. C'est cela qui est incroyable. La langue russe a eu la chance de connaître une période d'évolution interne entre la période de ses éducateurs et l'époque de Pouchkine. Pouchkine a exprimé tout cela dans ses poèmes, et maintenant nous parlons l'une des meilleures langues du monde. Nous avons consacré plusieurs de nos émissions aux écrivains et éducateurs russes. Et il s'avère que les Lumières russes ont un visage féminin assez prononcé. Excusez-moi pour cette banalité. Ce n'est pas une banalité. Dashkova, en tant que femme de son siècle, en tant que femme qui a vraiment compris le sens de l'éducation, elle a gagné. Le pion s'est transformé en dame, comme au jeu de dames. Écoutons ce qu'on a dit à son propos. Ah oui, il y a encore une héroïne intéressante, Lydia Rindina, actrice de théâtre et de cinéma muet, écrivaine, qui, déjà en 1923, a écrit sur Yekaterina Dashkova. Oui, effectivement, une star du cinéma muet qui a publié un livre sur Dashkova, une femme extraordinaire qui a raconté l'histoire d'une autre femme extraordinaire. Par la suite, se remémorant l'époque de ses études, la princesse écrit « Mon oncle a dépensé sans compter pour nos professeurs, et nous, pour notre époque, avons reçu une excellente éducation. Nous parlions 4 langues, et en particulier un excellent français. Nous dansions bien, nous savions dessiner. Un conseiller d'État nous a appris l'italien, et quand nous avons exprimé le désir de prendre des cours de russe, c'est Bertieyev qui nous l'a enseigné. Nous avions des manières gracieuses et raffinées, et il n'était donc pas étonnant que nous soyons connus pour être des jeunes filles bien éduquées. L'impératrice elle-même venait souvent chez les Vorontsov, et sa petite filleule jouait souvent sur ses genoux. La princesse a très tôt eu conscience de sa supériorité spirituelle par rapport aux gens qui l'entouraient, et en même temps, elle ressentait un désir passionné d'amitié et d'amour. Il est clair que l'amitié avec Catherine a procuré à Dashkova des possibilités fantastiques qu'elle a pu utiliser en tant que présidente de l'Académie. De temps en temps, elle a été projetée de haut en bas comme sur des montagnes russes. Ce qui m'a frappé, c'est qu'elle n'avait que 19 ans lorsqu'elle a participé à ce coup d'État. Effectivement. Quel niveau d'éducation et d'auto-éducation elle avait à l'âge de 19 ans? Oui, son esprit était remarquablement mûr, et elle était en compagnie de Catherine. Catherine, comme tous les historiens le savent, s'est rendue sur un cheval gris à Pavlovsk, où se trouvait à l'époque son mari Pierre III. Et notre héroïne était avec elle. Elles ont pris du retard, ont passé une nuit sur la route ensemble, discutant dans un lit des plans pour le développement futur du pays. À leur arrivée, le tsar était gêné, il a reconnu qu'il n'avait pas été renversé. On ne sait toujours pas pourquoi il est mort si soudainement. Néanmoins, la voie était ouverte à Catherine. Et puis la lutte entre les deux femmes a commencé. Catherine a dit à Dashkova « Tu donnes des ordres à mes soldats, c'est inadmissible. Mais je te décore quand même de l'ordre de Sainte Catherine. » C'est-à-dire qu'elle l'a élevée, puis l'a rabaissée. Et alors, il ne restait plus à Dashkova, soit dit en passant, c'était une très belle femme, qu'à partir en Europe. Et là, commence une nouvelle période de sa vie. Rappelons-nous ce que Herzen a écrit à propos de l'amitié entre Dashkova et Catherine. A priori, l'amitié de Catherine avec Dashkova était impossible. Catherine voulait non seulement exercer son pouvoir monarchique, mais aussi régner sur toute chose, le génie, la beauté. Elle voulait, à elle seule, attirer l'attention de tout le monde. Elle avait un désir insatiable de plaire.
Elle était encore dans toute la splendeur de sa beauté, mais elle avait déjà 30 ans. Elle aurait pu probablement garder près d'elle une femme faible, dissimulée dans les rayons de sa gloire, la vénérant, pas très belle, pas très intelligente. Mais elle ne pouvait pas supporter près d'elle l'énergique Dashkova, qui parlait de sa propre gloire, avec son esprit, avec son feu et avec ses 19 ans. « Victor, vous avez dit que c'était une belle femme, mais je suis tombé sur un témoignage que Diderot nous a laissé, et il l'a décrit d'une manière étrange. Ses impressions sont les suivantes. Un nez large, des yeux saillants, un cou large. » Selon cette description, on ne peut pas appeler Dashkova une beauté, bien qu'il lui rende hommage pour une sorte d'énergie, comme on dirait aujourd'hui, pour son charisme. Oui, mais en fait, ce que vous venez de dire fait partie d'un stéréotype associé à la description des femmes slaves. C'est-à-dire que même Diderot est tombé dans les stéréotypes. Je pense que Diderot, qui avait vu beaucoup d'italiennes et de françaises, n'a pas tout à fait compris le type de beauté de Dashkova. En revanche, les portraits, il y en a un grand nombre, puisqu'elle était présidente de l'Académie, témoignent de sa beauté vraiment majestueuse. Mais c'était plutôt une beauté intérieure. Bon, je dirais intérieure aussi. Mais curieusement, elle n'a pas eu une vie aussi tumultueuse que celle de Catherine. Elle s'est entièrement consacrée à l'éducation. Vous savez, généralement, les femmes qui mènent une activité aussi importante ne sont en fait pas très heureuses dans leur vie personnelle. Elle a été mariée, bien que son mari soit mort assez tôt. Elle a vécu, donc, aussi une histoire romantique formidable. Parlons de cette histoire. Lydia Rindina décrit la rencontre de Dashkova avec son futur mari. Elle était d'abord la comtesse Vorontsova, puis après son mariage, elle est devenue la princesse Dashkova. Il est difficile de dire ce qui a le plus influencé le destin de la comtesse, la dévotion pour la grande duchesse ou un grand amour fidèle pour son mari, cet officier très grand du régiment Preobrazhensky qu'elle a croisé pour la première fois la nuit dans une rue peu fréquentée et à propos duquel, émerveillée par sa taille, elle a dit à son amie Samarina qui l'accompagnait « Qui est ce géant ?» Nous ne nous connaissions pas, et il semblait que le mariage entre nous ne pourrait jamais avoir lieu, mais le ciel en a décidé autrement. Il n'y avait aucune force qui pouvait nous empêcher d'ouvrir notre cœur l'un à l'autre, dit la comtesse. En février 1759, sans aucune pompe, a lieu le mariage de la comtesse Ekaterina Vorontsova avec le prince Mikhaïl Dashkov. Comment cette femme a-t-elle pu réussir tout à la fois ? Elle avait du temps pour l'académie, éditait des textes et s'engageait activement dans l'éducation de ses enfants. Elle exerçait même sur eux une sorte de tutelle excessive. Quel genre de personne était-elle ? Il me semble que la principale chose qui la caractérise, c'est l'indépendance. Elle a perdu sa mère à l'âge de 2 ans, elle a perdu son mari prématurément. C'est une personne qui ne comptait que sur ses propres forces. Cette indépendance s'est développée en elle, en même temps d'ailleurs que se développaient son esprit et ses liens avec les grands de son temps. C'est grâce à cela qu'elle est devenue cette femme extraordinaire, je dirais même une boule de feu, par son énergie. Déjà très jeune, alors qu'elle vivait dans la maison de son oncle, elle discutait avec tout le monde, s'enquérait de la structure politique des États. Alors que les filles de son âge s'intéressaient aux soieries, aux dentelles, aux plumes et je ne sais à quoi d'autre. Aux danses, par exemple. Oui, ses sphères d'intérêt étaient complètement différentes. Elle aimait regarder des cartes. Par la suite, elle a publié toutes sortes de cartes géographiques. Écoutons les souvenirs de son amie, une Irlandaise, éditrice de ses notes, qui a vécu en Russie, s'appelait Miss Wilmont, et voici ce qu'elle nous a laissé comme souvenir. Quoi qu'elle fasse, elle ne ressemble à personne. Je n'ai jamais vu ni même entendu parler de l'existence de quelqu'un comme elle dans le monde.
Elle apprend aux maçons à construire des maisons, aide à coudre des chemises, nourrit elle-même le bétail, aime la musique, écrit pour la presse, connaît parfaitement le service religieux et corrige le prêtre quand il ne lit pas la prière comme il se doit. Elle connaît toutes les pièces par cœur et souffle leur rôle aux comédiens en cas de trou de mémoire. Elle est médecin, pharmacienne, chirurgienne, forgeron, charpentier, juge, moine. Elle correspond avec son frère, qui occupe une position élevée dans l'État, avec des scientifiques, des écrivains, ainsi que des juifs, et en tire profit pour ce qu'elle fait. En même temps, elle trouve le temps d'écrire à son fils, à divers proches. Toute sa conversation, charmante dans sa simplicité, confine parfois à la naïveté. Sans s'en apercevoir, elle parle à la fois en français, italien, russe, mélangeant toutes les langues. Dashkova est partie en Europe. Est-ce que c'était avant sa nomination à la tête de l'Académie ? Oui, bien sûr, c'était après sa disgrâce. Catherine l'a rejetée et elle s'est retrouvée sans occupation. Dashkova alors lui demande l'autorisation de partir en Europe. D'abord Catherine ne la laisse pas partir, mais elle finit par donner son autorisation. En Europe, elle fait un nombre incroyable de nouvelles connaissances. Elle rencontre les meilleures personnes d'Europe et avec qui elle noue des relations. Et Diderot passe du temps avec elle presque tous les soirs. Oui, Diderot qui ne laisse entrer personne quand elle est chez lui. Et Voltaire, et ainsi de suite. Adam Smith, un économiste célèbre, prédécesseur de Marx. C'est une vraie collection de personnalités exceptionnelles. Que retire-t-elle alors de ces échanges ? Je pense qu'elle arrive à la conclusion qu'éducation et vulgarisation sont de bonnes choses et que l'ignorance est ignoble. Et là aussi, il y a des débats à ce sujet, en Russie et partout. Plus vous en faites, plus vous souffrez. Elle est sûre que le soleil de la raison est très important. Elle adopte ses idées européennes et les importe en Russie. Mais ce qui est important, ce n'est pas qu'elle le fait juste comme ça, sans rime ni raison. Elle comprend la réalité russe, elle cherche des applications concrètes. Et même, d'ailleurs, elle n'est pas toujours progressiste, car elle justifie même le servage, étant elle-même propriétaire terrienne, avec un grand nombre de paysans. Écoutons ce que Herzen écrit sur ses années passées en Europe. À Paris, Dashkova est entourée de toutes les célébrités. Elle est amie avec tout le monde sauf Rousseau. Elle ne veut pas aller vers lui à cause de sa modestie hypocrite et de son originalité factice. Mais Diderot lui est très proche. Il passe avec elle des soirées entières en tête-à-tête et parle de tout. Dashkova lui prouve que le servage n'est pas aussi mauvais qu'on le pense. Elle l'empêtre dans des sophismes. Diderot, facilement soumis à ses impressions, est prêt à l'accepter pour un instant. À Genève, elle va chez Voltaire, il l'étonne, mais elle ne peut s'empêcher de rire avec un médecin présent. Voltaire est en colère, s'emporte, perd au jeu de dames, et en plus, il fait les grimaces les plus hilarantes. Le médecin remarque que Voltaire n'est pas le seul à faire ces grimaces, et il dit à son chien de lever le museau. Et Dashkova éclate de rire, tant Voltaire et le chien se ressemblent. De Genève, elle va à Spa. Là, elle vit en grande intimité avec Mistress Hamilton et, au moment de lui dire au revoir, elle lui jure romantiquement de revenir 5 ans plus tard pour la voir si elle ne la voit pas avant, et ce qui est encore plus romantique, c'est qu'elle revient en effet. Ainsi, Yekaterina Dashkova, de retour en Russie, a été nommée par la grande Catherine à la tête de l'Académie. D'après ce que je comprends, cette nomination l'a surprise, mais bon, elle a fait ce qu'on lui avait demandé. Elle a même essayé de résister, et je dois dire que Potemkin a été la personne même qui l'a poussée à accepter. C'est lui qui lui a conseillé de ne pas discuter avec l'impératrice. On peut supposer que la nomination d'une femme à un tel poste aurait pu être perçue négativement. Mais non, au contraire, tout le monde a été heureux et l'a bien accueillie. Quelle femme! Elle s'est retrouvée au cœur de l'enseignement russe, elle est la figure centrale de l'enseignement russe à ce moment-là.
Je pense que les propositions qu'elle a avancées dans son discours lors de l'inauguration de l'Académie en témoignent très bien. L'institution de l'Académie russe a été établie pour améliorer et exalter notre parole au siècle très glorieux de Catherine II. De nombreuses antiquités, des chroniques abondantes, les monuments les plus chers immortalisant les exploits de nos ancêtres, c'est un vaste champ que le siècle de Catherine nous offre, ainsi que de la matière pour des ouvrages dignes de notre grand siècle. Tout ceci, c'est comme écrire une grammaire et un dictionnaire, ce qui peut d'ailleurs être notre premier exercice. Victor, dans cette activité très diversifiée, quel sujet l'intéressait en particulier? Quel était son programme? Rien que dans le poème sur le mot « ainsi » que nous avons entendu au début de l'émission, nous voyons que ce n'est pas seulement de la poésie, mais qu'il y a aussi des réflexions. Elle a esquissé de nombreuses tendances très variées. En voilà une autre, par exemple. Examinez votre vie privée et voyez ce que cela donne. Est-ce inhabituel pour le XVIIIe siècle? Oui, au XVIIIe siècle, les poèmes portaient soit sur les tsars, soit sur la nature, soit sur les cascades, comme par exemple ceux de Derjavine. C'était donc une innovation? Je dirais même une innovation audacieuse. Victor, néanmoins dans notre cycle d'émissions, nous parlons de la littérature russe. Il est clair que l'éducation et la littérature sont intimement liées, mais je souhaiterais que l'on évoque plutôt son côté littéraire. Elle a écrit des poèmes très didactiques, et aussi ironiques et satiriques. Dans le poème sur le mot « ainsi », elle s'est montrée tout à fait novatrice. Tout le XVIIIe siècle est lié à la volonté d'édification. C'est pour cela que Bielinski ne l'aimait pas au début. Et Dashkova s'est consacrée vraiment à l'édification morale. Elle voulait qu'une personne ait de la dignité. Elle a des thèmes très forts, typiques des Européens du XVIIIe siècle. Est-ce qu'il y a eu un écho de ces textes dans la société russe de l'époque ? Elle a été bien reçue, et pas seulement par les académiciens, car ses positions étaient très solides. Ce n'est pas étonnant, alors, quand Pavel est arrivé au pouvoir, qu'il se soit inquiété de ses positions, et elle est tombée dans une terrible disgrâce. Mais cette fois, au lieu de Paris, elle s'est retrouvée dans un village près de Novgorod, elle y a vécu dans une isba de paysans, et un jour, elle a été coupée de toutes les nouvelles et de tous les messages à cause des routes inondées par les rivières. À ce moment-là, elle a écrit au tsar pour qu'il l'autorise à aller au moins à Kalouga dans son domaine. Au début, Pavel ne voulait pas, puis on l'a convaincu et il lui a permis d'y aller. Elle a raconté toutes ses activités dans ses mémoires. Et elle y a dressé un bilan de vie très intéressant et je dirais même existentiel, combinant la vie et la mort, la vieillesse et la jeunesse. C'était une femme intelligente. Écoutons-la. En conclusion, je peux dire en toute conscience que j'ai fait tout le bien qui était en mon pouvoir et que je n'ai jamais fait de mal à personne. Par l'oubli et le mépris, je me suis vengé de l'injustice, des intrigues et des calomnies lancées contre moi. J'ai rempli mon devoir au mieux de mes forces et de mon intelligence. J'ai supporté beaucoup de malheurs, avec un cœur pur et des intentions honnêtes. Ces malheurs m'auraient mené à la tombe si je n'avais pas été soutenu par ma conscience, qui témoignait de la pureté de ma vie, et je regarde calmement, dans les yeux, la mort à venir. Victor, elle a fait beaucoup pour le développement de l'enseignement scolaire, de l'enseignement élémentaire jusqu'au secondaire. Elle a eu 2 enfants, elle leur a donné une très bonne éducation et a envoyé son fils étudier à Édimbourg. Elle s'est également occupée de ses nombreux proches et des enfants de ses amis pauvres. Sa maison était toujours remplie de convives. Les enfants qu'elle élevait et à qui elle donnait des cours y vivaient. L'éducation était son objectif principal dans la vie. Il y avait de nombreuses rumeurs qui couraient à son sujet. Les 3 souverains avaient des opinions très différentes sur elle. Catherine l'a aimée ardemment, puis s'est éloignée pour s'en rapprocher de nouveau. On comprend pourquoi, donc elle avait trop de caractère.
Pavielle l'a envoyée en exil pour qu'elle réfléchisse au loin, au coup d'État de 1762. Et puis Alexandre est arrivé au pouvoir et tout s'est arrangé. Elle a été de nouveau pressentie pour diriger l'Académie, mais finalement elle ne l'a pas fait. Donc 20 ans de sa vie ont été associés à l'Académie, n'est-ce pas ? Oui, mais sous Alexandre, elle n'était plus la présidente. Bien que tout le monde soit heureux que Pavielle ne soit plus là et qu'il soit mort, elle-même s'est réjouie avec tout le monde de cette nouvelle. Et effectivement, la Russie est devenue un pays de réformes, de transformations spectaculaires. Le jeune Alexandre Ier l'a cru, lui a fait confiance dans le sens de ses positions envers l'instruction, l'éducation, la formation de la jeune génération. Elle faisait partie de son programme politique, en tant que femme et en tant que personnalité. Néanmoins, les avis de ses contemporains étaient très divergents. Voici les commentaires de Lydia Rindina, que nous avons déjà cités. Certains l'exaltent, d'autres la couvrent de boue. Mais quels que soient les défauts de Dashkova, elle mérite d'être connue. La princesse a beaucoup écrit. Elle a écrit les comédies Toïsiokov et Le mariage de Fabien ou L'avidité punie, et de nombreux articles et traductions. Mais toutes ses œuvres, à l'exception de ses notes à la base de ses mémoires, ne présentent pas d'intérêt particulier, bien qu'elles ne soient pas dépourvues de talent. Tout ce qui a glorifié son nom, elle le doit exclusivement à elle-même, à son énergie, sa volonté, son caractère et son esprit. Il n'est guère possible de trouver dans l'histoire une autre femme qui, à 18 ans, ait soutenu un coup d'État et à 38 ans ait été présidente de 2 académies. Petite fille russe, abandonnée en bas âge par son père et élevée dans une maison étrangère, a réussi à inscrire en lettres indélébiles son nom dans l'histoire de l'État russe et des Lumières russes. Aujourd'hui, nous avons déjà cité le remarquable poème sur le mot « ainsi », mais qu'a-t-elle écrit d'autre ? Il y a ses mémoires, dont nous avons aussi parlé, des pièces de théâtre. Ces pièces n'ont guère eu de succès, ni à cette époque ni plus tard. Il est impossible de les lire. Elle les a écrites à la demande de Catherine II, qui s'est elle-même distinguée dans l'écriture de drames et de comédies. Mais je dois dire que ce qu'elle a écrit de mieux, c'est ce qu'elle raconte de sa vie, ses mémoires, que Herzen admirait et dont il pensait qu'ils étaient parmi les meilleurs. Et aussi le poème à propos du mot « ainsi », que tout le monde a retenu et qui a ensuite circulé longtemps dans la société russe. Elle a aussi écrit des vers qui sont à la limite de la frivolité, car ils portent sur un sujet très audacieux. Une femme peut-elle avoir des amants ou non ? C'est inattendu. Au fait, est-ce qu'elle a écrit sa poésie en russe ? Oui, elle a tout écrit en russe. C'est vrai qu'il y a des mots français dans ses poèmes, mais elle joue plutôt avec eux. Elle taquine le lecteur avec ces mots. Ce que fait aussi, soit dit entre parenthèses, Fontvizine dans sa pièce Le Dadais. Dans une certaine mesure, elle clôt les Lumières russes en mourant en 1810. Président de l'Académie, étant une femme intelligente, subtile, intellectuelle, instruite, elle savait très bien ce que c'est que l'instruction et l'éducation. Si nous prenons Radishev, à cause de qui un de ses parents a souffert, parce que Radishev était en disgrâce, mais à mon avis elle-même, elle a souffert, car elle a contribué à la publication de La veuve de Yakov Kniajnin, qui est le héros d'une de nos émissions, lui a demandé de publier la dernière tragédie de son mari, qu'il avait intitulée Vadim Novgorodsky. La pièce était pour la République et contre la tyrannie. Catherine s'est adressée personnellement à Dashkova pour lui demander pourquoi donc elle avait agi contre elle. Et Dashkova a évité de justesse une deuxième disgrâce. Ainsi, d'une part, elle se tient loin de l'abîme, mais parfois, même si parfois elle trébuche, comme avec Vadim Novgorodsky, mais d'un autre côté, elle se nourrit des Lumières dans leur ensemble. Si Fontvizine, c'est le théâtre, le drame, Radishev, la condamnation du servage, elle, en tant que personne ayant une vision large et à grande échelle, elle se représente ce qui serait bon pour la Russie dans le domaine de l'instruction et de l'éducation, et elle fait tout pour cela.
Et je le dis encore une fois, Alexandre Ier était favorable à son activité.